En manchette cette semaine, les grandes lignes du 41e Salon du livre de l'Outaouais, la résidence Le Monarque lance sa campagne de financement, les médias se donnent la main pour la fin et la ville de Gatineau reconduit le contrat de Richebourg. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Mardi dernier avait lieu la conférence de presse annonçant les grandes lignes du 41e Salon du livre de l'Outaouais. C'est sous le thème de « Quel livre tu te chauffes ?» faisant ici référence aux livres qu'on brûlait à une certaine époque d'indexage que se déroulera ce salon qui sera ponctué de certaines activités hautes en couleurs. Nous avons rencontré Mélanie Rivet, nouvelle directrice générale du salon, qui nous parle ici du défi de prendre les rênes d'une telle institution. Bien, en fait, le Salon du livre se renouvelle régulièrement. D'ailleurs, Anne-Marie Trudel, qui était là pendant 10 ans, lui a apporté une couleur très événementielle et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, en entrant au Salon du livre l'année passée comme adjointe, je suis rentrée dans cet événement-là avec ces passions-là qui m'animent. Et cette année, mon défi que je me pose, c'est de continuer à aller encore plus loin, à développer des zones où on ne s'attend pas qu'un Salon du livre va aller. Mais ça ressemble à ce qui était, mais ça se déploie de différentes facettes encore plus loin, je dirais. Organiser un tel événement prend évidemment beaucoup de temps. Mélanie Rivet et son équipe consacrent plus d'1 an au développement du salon. Elle nous confiait déjà avoir des idées pour les années prochaines. Bien, en fait, ce matin, je pensais déjà au thème de l'année prochaine. Donc, de l'édition 21. C'est à l'année. C'est vraiment à l'année. Donc, je dirais que dès le mois d'août, on commence les préparatifs. On invite les exposants à réserver leur stand. Et là, présentement, là, au mois de décembre, on est vraiment dans le cœur de l'action. La programmation jeunesse est presque ficelée. Celle adulte, elle commence à être ficelée aussi. Les invités d'honneur sont toutes confirmés. Donc, c'est un travail de longue haleine qui se prépare comme en montée du mois d'août jusqu'au mois de mars. Dans le fond, à la fermeture du salon au 1er mars. Et dans les semaines qui suivent, on termine l'édition et on reprend encore une fois le travail parce qu'on prépare la tournée jeunesse 1 an à l'avance. Donc, c'est vraiment un travail à l'année. Nous avons eu droit à une interruption très volontaire et bien orchestrée par l'équipe du salon. Des lutteurs se sont même invités à la fête. Revêtus d'un masque, un de ceux-ci a pris la parole pour nous annoncer une soirée de lutte. Mélanie Rivet nous parle ici de la raison d'un tel événement, plutôt inusité pour un salon du livre. Bien, c'est ce qu'on aime. Donc, toute l'équipe, on aime jouer, trouver des zones où est-ce que ça devrait pas se faire, mais comment on le fait? C'est qu'en fait, on a vu des spectacles de lutte cet été, différents membres de l'équipe, et on a adoré ce sport-spectacle-là. Et tout d'un coup, on est allé à une rencontre d'éditeurs qui nous ont présenté le livre La lutte de Mathieu Poulain. Puis on s'est dit, bien, quelle belle occasion de créer un événement inusité que les gens attendent pas au salon. Puis tu sais, il y a des gens qui disent qu'un salon du livre, c'est poussiéreux un peu, ça se renouvelle pas. Mais là, je pense que c'est une belle occasion de leur dire, bien, oui, ça se renouvelle, et on a invité plein d'auteurs dont on est très, très content qui aient accepté. Entre autres, Baron Marc-André Lévesque, Alexandre Deschênes vont être là. Il y en a plusieurs qui ont dit oui, d'autres on va dévoiler un peu plus tard et qui embarquent d'entrer dans le jeu pour montrer à quel point les mots peuvent être aussi une façon de lutter pour sa pensée, sa reconnaissance, pour même s'amuser. Une autre personne très colorée est sans doute Pierre-Yves Villeneuve, invité d'honneur de la tournée Jeunesse Desjardins. C'est revêtu d'un habit qui illustre bien l'univers du jeu vidéo, thème de ses romans, qui nous a parlé de la difficulté de trouver le sujet qui va plaire aux adolescents, son public cible. C'est la question à 1 million de dollars parce que, en fait, tous les thèmes sont bons. Suffit de trouver celui qui va vraiment accrocher notre lecteur. Moi, je suis un vieux gamer, je pense que ça paraît. J'ai grandi avec des vieilles consoles. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée-là de parler de jeux vidéo parce que tout le monde joue à des jeux vidéo, parce que le sport électronique devient de plus en plus important. Et je voulais montrer donc l'évolution de personnages jeunes qui passaient du niveau amateur, qui jouaient pour le fun, dans leur appartement, dans leur chambre, de les voir évoluer vers le niveau professionnel. M. Villeneuve aborde dans ses romans des thèmes très actuels, comme par exemple le sexisme et l'intimidation auprès des femmes dans le monde du jeu vidéo. Certaines cachent même leur identité afin de jouer sur un même pied d'égalité avec les autres joueurs. Malheureusement, c'est que ça existe à tous les niveaux et ça commence très, très jeune. Donc, j'ai rencontré des lectrices qui avaient 10 ans, qui jouaient à des jeux multijoueurs en ligne, qui étaient victimes d'intimidation, de paroles, d'harcèlement sexuel en ligne, 10 ans. C'est assez extrême.
Et donc, c'est même les joueuses professionnelles le disent. Dans les entrevues, on le voit, elle dit, quand on s'entraîne sur Internet, on va couper notre micro, on va masquer notre identité parce qu'on veut être mesuré à la hauteur de nos talents et non pas être rabaissé parce qu'on est une fille. Il y a énormément d'insultes sexistes. La résidence Le Monarque est une maison de soins palliatifs bien connue dans la région. Elle offre des soins de fin de vie à plusieurs personnes de la Petite-Nation et de la Lièvre. L'idée originale était d'établir la maison à Plaisance, point central du territoire desservi. Cependant, faute de fonds suffisants et afin d'offrir de services rapidement, l'administration a dû se rabattre sur une location temporaire à Montebello pour démarrer ses activités. C'est pourquoi la campagne de financement Le Monarque déploie ses ailes a été lancée. Nous y avons rencontré la directrice générale et idéatrice du projet, Manon Cardinal. Donc, l'idée est vraiment venue en travaillant, en voyant les besoins. Et là, comme j'en parlais souvent avec mes collègues, un jour, on m'a dit, « Bien, Manon, arrête d'en parler et fais quelque chose. » Mais fais quelque chose, c'est pas toujours dans toute l'implication que ça a. Mais c'est sûr qu'avec le support des gens qui m'entourent, de ma communauté, puis comme je suis une personne quand même une battante, une fille persévérante et qui, quand elle a un projet, elle va au bout, c'est comme ça que de fil en aiguille, on a ouvert nos portes en location présentement. Mais là, il faut vraiment construire, je le sens profondément, qu'il faut déployer nos ailes pour offrir davantage de services. Le montant amassé de 3,5 millions de dollars peut sembler énorme pour certains. Mme Cardinal se dit déjà confiante avec plus de 1,8 million en poche grâce à la campagne silencieuse déjà entreprise. C'est pas un montant qui me fait peur parce que déjà, on a ramassé présentement là, en campagne silencieuse, puis ça fait seulement quelques mois qu'on travaille avec un spécialiste, avec un cabinet de campagne. On est déjà rendu à 1 822 000 de ramasser silencieusement. Donc moi, je crois fermement que les gens ont un grand cœur. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des sous et qui vont être interpellés par notre campagne et par le Monarque aussi, parce que c'est vraiment une cause qui touche tout le monde. Manon Cardinal est heureuse de la générosité de la communauté qui, année après année, participe à grande hauteur dans les activités de financement. Bien que la maison soit financée à moitié, l'autre se doit de provenir de dons de la population. Celle-ci est fière de dire que par une saine gestion, son équipe peut offrir des services et réinvestir dans le grand projet de construction. Nos services qu'on offre au Monarque sont gratuits. C'est sûr qu'on est financé, comme toutes les maisons de soins palliatifs au Québec, à 50 %. Donc, le reste des sous, ça provient de la communauté. Mais depuis 5 ans, la communauté a démontré qu'elle était derrière nous. Quand on fait des activités de financement, on réussit à aller chercher un demi-million par année et à toujours finir nos années avec un bénéfice. Donc, ça veut dire qu'on gère bien les sous. Et moi, ça ne me fait aucunement peur là, de m'engager dans une construction parce que les besoins sont là, puis j'y crois. Là. Une autre personne présente qui a été touchée directement par les services du Monarque est le député d'Argenteuil, la Petite-Nation, Stéphane Lauzon. Celui-ci employait notre ancien collègue de la TVC, Michel Pilote, depuis quelque temps déjà lors de son passage à la résidence. Voici comment M. Lauzon a vécu son expérience au Monarque. Vous n'êtes pas sans savoir que votre ancien collègue de la TVC, qui était mon employé, Michel Pilote, a terminé ses jours au Monarque pendant la campagne. J'ai dû aller le visiter là pendant la campagne électorale. Et puis, encore une fois, on a constaté les services incroyables que ces gens-là se dévouent, la dignité qu'ils offrent aux patients, mais l'accueil aussi aux familles, fait en sorte que ce service-là doit voir le jour puis doit déployer ses ailes là, dans les prochains mois. Un autre bien habitué de faire partie d'un cabinet est l'ancien député et ministre Norm Macmillan. Pour la cause du Monarque, il s'implique dans le cabinet de campagne afin d'aider avec ses connaissances à amasser des fonds. Il nous parle ici du pourquoi de son implication. Je prends ça comme c'est une chance pour moi de redonner à ce que les gens m'ont donné pendant 24 ans en m'élisant dans mon comté de Papineau. Et c'est un service de plus qu'on va avoir chez nous. On a le droit, nous, comme région, d'avoir les mêmes services qu'ils ont dans les grandes villes. Alors, c'est un plus. Et c'est un peu pour la raison, suite à l'invitation de Manon et de Paulette Lalonde de me joindre au cabinet, que j'ai accepté avec un grand plaisir. Ce jeudi avait lieu une tradition du début décembre depuis 19 ans maintenant, la guignolée des médias. Les représentants des médias de toute la province s'unissent pour venir en aide à différents organismes visant à combler la faim.
Les dons étaient récoltés sur la rue le 5 décembre, mais vous pouvez donner jusqu'au 24. À Buckingham et Masson-Angers, c'est l'Ami de l'entraide qui reçoit les dons. L'équipe de la TVC était au coin des rues McLaren-Est et Bélanger afin de recueillir les dons. Le maire de Gatineau et aussi résident de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, s'est joint à l'équipe de la TVC. Il nous explique ici pourquoi il tenait à y être. Bien, la guignolée des médias, c'est important parce qu'on aide beaucoup d'organismes, puis c'est des organismes comme l'Ami de l'entraide ici là, qui ont à la fois besoin d'aide, puis malheureusement, ils ont de plus en plus de clients. T'sais, même si on est une ville assez riche, là, il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir. Puis l'Ami de l'entraide, bien, ça aide beaucoup de gens chaque année. Fait que c'est une bonne cause. Fait que ça me donne... Moi, je fais ma petite part ce matin. Le fait de donner directement au maire de la ville rend-il les gens plus généreux? Nous avons posé la question à M. Pedneau-Jobin et voici sa réponse. Bien, je ne sais pas si ça aide pour qu'ils soient plus généreux, mais je trouve que ça ajoute de la visibilité à l'événement. Tu sais, les politiciens participent, les gens des médias sont là. Souvent, c'est du monde que les citoyens voient juste à la télé. Là. Ils ne les ont jamais vus en personne. Fait que moi, je pense que ça ajoute un peu d'excitation, puis je pense que ça contribue à amener un peu plus d'argent. Le conseiller du secteur Buckingham, Martin Lajeunesse, s'est aussi porté volontaire afin de récolter des dons. Nous l'avons interrogé en plein travail et celui-ci était très heureux de participer à ce grand élan de générosité. Bien, écoute, à chaque année, je pense que c'est important quand on sait que c'est pour une bonne cause aussi, pour l'Ami de l'entraide, qui vient en besoin là, pour la nourriture et pour les gens qui sont plus démunis. Je pense qu'à chaque année, là, ils font leur preuve là, que les gens sont dans le besoin. Malheureusement, les gens sont dans le besoin. Puis on peut voir là, à toutes les années comment que les gens sont généreux là, à donner des dons à des denrées. J'ai une dame là, ce matin qui... Merci, passez de belles fêtes. J'ai une dame ce matin qui a donné 3 sacs de denrées non périssables. Alors, c'est une belle occasion là, pour les gens d'être chaleureux pour le temps des fêtes. Notre ancien collègue de la TVC et nouveau directeur de l'information au Journal des Deux-Vallées, Mathieu Daou, était lui aussi présent. Il était heureux de constater la générosité des gens. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les gens qui sont capables d'avoir le frigo plein à la maison et on fait ça pour ces gens-là. Donc, on demande aux gens d'être généreux aujourd'hui, de donner en argent et en denrées alimentaires. Puis, jusqu'à présent, les gens sont très généreux. La Ville de Gatineau devait prendre une décision quant à la prolongation du contrat de cueillette des matières résiduelles pour 2021. Étant donné que le processus de remplacement d'une firme est plutôt long, la compagnie de Richebourg poursuivra la cueillette pendant la première année d'option à son contrat, qui se terminera le 29 mai 2022, malgré les ratés connus au cours de l'été et de l'automne. Après coup, la Ville pourrait décider de re-signer ou encore de retourner en appel d'offres. Le conseiller et président du comité exécutif, Cédric Tessier, nous parle du processus que la Ville a pris pour en arriver à la reconduction du contrat. Mais pour le devis de la soumission de l'appel d'offres, on doit se poser plusieurs questions sur quel genre de collecte on veut avoir dans l'avenir. Bien entendu, dans un monde optimal, il faudrait attendre d'avoir le nouveau PGMR, le nouveau plan de gestion des matières résiduelles pour adopter un nouveau contrat. En même temps, on n'est pas nécessairement en ce moment dans le monde optimal, donc je ne vous dis pas en ce moment qu'on va se prévaloir des 2 autres années non nécessairement là, de prolongation. Certaines grandes villes comme Montréal ont un décret qui permet d'établir un salaire minimum pour les employés de ces compagnies, ce qui permet d'offrir de meilleures conditions de travail et donc d'espérer les garder. Gatineau n'a pas de décret comme celui-ci dans ce contrat, mais le contrat stipule que le service pour lesquels le citoyen paie est ce que la compagnie doit accomplir pour l'honorer. En ce moment, on a un contrat avec une compagnie et la compagnie doit honorer ce contrat-là. Si la compagnie a des difficultés à embaucher de la main-d'œuvre, c'est à la compagnie à augmenter ses salaires. Nous, on a signé un contrat avec la compagnie. Selon le contrat, la Ville de Gatineau peut imposer des pénalités à l'entrepreneur en cas de retard ou d'annulation. Cependant, la Ville est tolérante face à certains reports car il en coûte moins cher à l'entrepreneur d'accepter une amende plutôt que de terminer la collecte le samedi. L'administration municipale s'est toutefois permise de donner des amendes en cas d'annulation de la collecte, comme il est arrivé à 2 occasions pendant les derniers mois. On sait que quand l'entrepreneur termine une collecte le samedi, ça coûte beaucoup plus cher que le 15 000 d'amende qu'il recevrait s'il décidait juste d'arrêter là, puis pas de finir le vendredi.
Puis moi, je vous dis, s'il n'y avait pas ces extensions-là de 24 heures, là, chez nous, il y en aurait eu bien des semaines qu'il n'y aurait pas eu de collecte. Puis quand je dis chez nous, c'est l'ensemble de mon district. Puis c'est pas le seul endroit à Gatineau non plus qui s'est arrêté le cas. Donc, en sachant que ça lui coûte plus cher que 15 000 de terminer le samedi, moi, je pense que c'est vraiment une bonne façon de permettre la collecte puis d'aménager un peu l'horaire pour que la collecte se termine. Ceci dit, on est quand même assez clair. S'il y a une annulation, si c'est pas possible de finir la collecte le samedi, à ce moment-là, on donne la pénalité parce que l'objectif, c'est que dans la semaine, toutes les collectes ont été complétées. C'était les nouvelles. On poursuit maintenant en entrevue avec Marie-Lou Letourneau, coordonnatrice du Centre nautique de la Lièvre. Bien, même s'il y a de la neige à l'extérieur, on peut parler de nautisme avec Marie-Lou Letourneau, coordonnatrice du Centre nautique de la Lièvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fin de la saison du Centre nautique. Vous avez eu une saison cette année qui a vraiment été exceptionnelle. Oui. Comment vous êtes pris pour faire tant de gens heureux? Bien, en fait, c'est sûr que la température a joué pour beaucoup. On a eu un super bel été, très ensoleillé. Sinon, bien, ça fait quand même depuis 2012 que le Centre nautique existe. Donc là, je pense que le bouche à oreille commence à faire son effet. On commence à être sur la map là, de plus en plus. Oui, puis vous avez fait beaucoup d'activités. On en a couvert d'ailleurs dans l'émission Retour vers l'été. Comment ça s'est pointé? Est-ce que les gens vous donnaient des commentaires du genre « Oh, c'est la première fois que je viens, je vais revenir ». Oui, on en a de plus en plus. C'est certain que nos activités aussi sont récurrentes pour la plupart. Et on commence l'été toujours en force avec la descente de la Lièvre, mais c'était la deuxième édition en fait cette année. Donc, c'est 150 personnes en partant là, qui découvrent nos services. Ensuite de ça, on a les sorties claires de lune qui reviennent aussi, ça fait plusieurs années, fête du nautisme. Donc, c'est sûr que notre programmation comme telle, on ne joue pas tant que ça avec. Les gens commencent à s'habituer, puis là, on voit qu'il y a une récurrence au niveau des visiteurs. Sinon, pour les services vraiment de location, et on a toujours des nouvelles personnes qui viennent chaque été. Puis cet été, ça a vraiment été marquant. De plus en plus de gens, là, on voit qu'on sort du bassin de Buckingham puis Masson-Angers. Des gens de Gatineau qui viennent, secteur Elmer, secteur Hall. Donc, non, ça vrai. On peut dire aussi que la carte Gatineau Plus vous aide beaucoup avec les gens qui peuvent revenir avoir des heures gratuites. On sait aussi que la mairie a annoncé qu'elle voulait devenir une destination de plein air urbain. Ça doit vous faire sourire quand même. Absolument. C'est certain que nous, on se voit vraiment comme, je ne vais pas dire un exemple en plein air, mais c'est notre domaine, c'est notre champ d'expertise. Donc, de savoir qu'on va investir dans le plein air à Gatineau, qu'on va être une destination plein air, pour nous, c'est juste des bonnes nouvelles, là, définitivement. Et donc, on peut rappeler un peu vos services. Qu'est-ce que vous avez au niveau de l'embarcation nautique? Ouais. Il y en a plusieurs quand même. Oui, oui. Bien, on a, c'est certain, kayak simple, kayak double, canot, planche à pagaie. On a également un pédalo, pédalo de luxe, si je peux dire. Ça a presque l'air d'un catamaran. Puis c'est pas mal ça. Sinon, on a notre chaloupe à moteur, là, mais c'est plus pour les situations de sécurité. Là. On a aussi appris récemment que vous aviez repris les activités des Renards Blancs, le club de raquettes et ski de fond. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Comment on fait pour reprendre ça? Comment on nous l'offre, d'ailleurs? En fait, les Renards Blancs existent depuis 1974. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont établis dans le secteur. Il y a une équipe de bénévoles hors pair vraiment derrière ça qui ont soutenu l'organisme pendant toutes ces années-là. C'est certain que des bénévoles, ça finit par s'épuiser. C'est une grosse charge. Donc, on a vu qu'on avait besoin peut-être d'un petit renouvellement. Donc, la ville aussi, c'est un de nos grands partenaires. Nous, étant seulement saisonniers présentement avec le Centre nautique, c'est certain qu'on est un petit peu restreint au niveau du financement, tout ça. Donc, ça allait un petit peu de soi de reprendre les activités hivernales, d'avoir une offre de service annuelle aussi à ce niveau-là. Donc, pour nous, c'est gagnant-gagnant. Pour eux aussi, les bénévoles, ils étaient très contents de voir que ça perdurait puis qu'on allait reprendre les opérations. C'est ça, donc vous offrez une infrastructure qui est déjà établie, que vous allez répéter avec les Renards Blancs, c'est ça? Exactement, oui. Donc, il y a la Corporation plein air de la Lièvre, vraiment, qui est l'entité administrative qui administre le Centre nautique. Donc, comme tu dis, on a un peu fait nos preuves vraiment avec le Centre nautique là, depuis 2012. Puis là, on s'enligne pour les services hivernaux aussi. Et à quoi on peut s'attendre dans ces services-là? Qu'est-ce que vous allez offrir? Est-ce que vous avez un peu de nouveau? On sait que c'est récent, c'est tout récent. Est-ce que vous allez continuer un peu comme l'année dernière avant d'évoluer?
Oui, c'est certain qu'il y a une partie de consolidation à faire avant de voir trop loin aussi. Premier hiver d'opération, donc nous, c'est tout nouveau. Les pistes vont être ouvertes comme habituellement, ça, il n'y a pas de problème. Certains, là, on attend la neige, dès qu'elle va arriver, on va pouvoir aller de l'avant. Non, c'est ça, mais ça va venir, je ne suis pas inquiète. Mais sinon, il va y avoir une petite programmation aussi hivernale qu'on va mettre sur pied. C'est certain qu'il n'y aura pas de très, très gros projets encore pour cet hiver. Là, on veut s'assurer de partir sur des bases solides avant d'aller chercher le développement, tout ça. Et au niveau des membres, est-ce qu'il y a des membres de ce club de raquette-là qui sont contents de voir que ça va survivre et que vous allez reprendre cette... Bien, en fait, les Renards Blancs, c'est plus un club, c'est vraiment un réseau de sentiers. C'est certain que les utilisateurs ils vont être contents de voir que ça perdure. Je suis certaine qu'il y en a qui n'étaient même pas au courant que des fois... Que ça existait. Oui, que ça existait ou que des fois, il y a des situations un peu plus précaires. Donc, c'est certain de voir qu'on va pas... En fait, que ça va perdurer, qu'on va constater qu'il y a une pérennité à ce niveau-là. Je pense que ça peut être rassurant pour les utilisateurs. Et en tout cas, on vous souhaite un bel hiver avec beaucoup de neige et des gens heureux qui vont faire de la raquette et du ski de fond. Et nous, on passe maintenant à la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. On passe à la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour, Sylvain. On a beaucoup de sujets cette semaine. On va commencer par l'inauguration de la salle Desjardins qui s'en vient lundi prochain. Le 9 décembre à 19h, ça fait plusieurs années qu'on en parle. La commission scolaire voulait investir de l'argent. C'est fait. L'inauguration va se faire lundi prochain, justement, le 9 décembre à 19h. Et mettra en vedette Steve Veilleux et l'harmonie Contretemps. Donc, les gens pourront déjà assister à un spectacle. C'est premier arrivé, premier servi, donc c'est possible de réserver sa place là, sur la page Facebook de la salle Desjardins. Et en plus, ils ont déjà annoncé quelques spectacles qui s'en viennent en 2020, dont Jean-Thomas Jobin, qui est un humoriste quand même bien connu, qui va être là le 1er février. Et on a Ben et Jarrod le 28 février. Chose certaine, on a bien hâte de découvrir cette nouvelle salle. Oui, c'est très beau pour en avoir eu quelques indices, oui. Deux jeunes danseuses qui se produisent dans Casse-Noisette. Oui, en fait, c'est deux jeunes enfants qui sont Maëlie Gagnon et Marie-Lou Charon de l'École de danse Académie qui vont quand même faire Casse-Noisette, ce qui n'est pas rien. C'est un spectacle reconnu dans le temps de Noël. Ça se déroule du 4 au 8 décembre du côté du Centre national des arts. Ils ont été sélectionnés à l'automne. C'était leur première audition. Elles ont été chanceuses. Elles ont réussi à passer l'audition. Elles vont jouer des ours polaires. Donc, c'est pas un rôle principal, mais elles auront la chance d'être sur la scène en même temps que la danseuse étoile. Quand même. Quand même. Et c'est, en fait, pour elles, c'est une source de motivation et de persévérance parce qu'elles se rendent compte que c'est beaucoup de travail. Donc, bonne chance à ces deux jeunes danseuses. Maintenant, le Théâtre de l'Escapade qui propose une pièce. Je te laisse dire le titre. Oui, un titre quand même assez long. Hein? C'est Célestine là-bas, près des tanneries au bord de la rivière. Et c'est une mise en lecture, finalement. C'est une adaptation québécoise de cette pièce. Et ça met en vedette Célestine, évidemment, qui est une maquerelle un peu sorcière, qui va aider Calix Il est en amour avec Mélibée et celle-ci lui refuse son amour. Donc, Célestine va l'aider, va accepter de l'aider dans ses démarches. En fait, c'est 13 citoyens acteurs là, qui travaillent depuis septembre à la lecture de cette pièce. Il va y avoir à la fin de chaque acte des intermèdes musicaux et de danse flamenco parce que c'est une pièce dramatique et comique. Donc, on va donner ce petit côté-là. Et donc, ça se déroule le 6 et 7 décembre à 19h30 au centre de service de Boquiam. Il faut réserver, les places sont limitées, donc au 819-210-8627. Cœur de Pomme chante Noël maintenant. Oui, il chante Noël du monde cette année. C'est une tradition du côté de la Petite Nation. Chaque année, le Cœur de Pomme, 30 choristes se préparent depuis septembre à chanter, à offrir ce spectacle qui nous plonge dans l'ambiance des fêtes. Et ça se déroule le 7 décembre, donc samedi, à 14h30, du côté de l'église de Ripon. Et pour avoir toutes les informations pour les prix des billets, tout ça, possible de visiter le culturepapineau.org. On continue avec un souper-spectacle avec les Grands Hurleurs et la Tuque Bleue. Oui, encore du côté de Ripon. Dynamique Ripon ces temps-ci. Ça se déroule au centre communautaire le 21 décembre. C'est un souper-spectacle. Il y a 200 places. C'est limité, dans le fond, à 200 places. Et en fait, c'est les Grands Hurleurs qui sont 3 musiciens qui lancent leur 4e album. Ça fait 10 ans qu'ils roulent ensemble. C'est une musique trad accessible, un peu world, jazz et rock. Et bien, la Tuque Bleue n'ont plus besoin de présentation dans le coin. Hein, on les connaît, c'est de la musique traditionnelle. Chaque groupe va faire 75 minutes
de spectacle. Tout un spectacle? Tout un spectacle. Et donc, il y a 200 billets là, pour le souper, donc il faut réserver rapidement. On parle du festival Western de Saint-André-Avelin. Oui, festival Western qui change de place l'année prochaine. Ben, pas le festival au complet, mais le centre équestre où les rodéos se déroulent, tout ça, va changer de place, va rester à Saint-André-Avelin, va juste changer de secteur. Et a déjà annoncé le festival Western quelques spectacles à venir, dont Sale Barbe, et on a Luc Langevin et aussi Pat Patrouille. Donc, 3 styles totalement différents. Totalement différents, mais qui vont plaire à un éventail assez grand de personnes. Oui. Une grande personne. Et en fait, c'est un peu la spécialité du festival Western de se diversifier, donc ça le prouve encore cette année. Là, c'est possible d'avoir des informations sur leur site web. Il y a un marché de Noël Croquet l'Outaouais. Oui, qui se déroule aux promenades de l'Outaouais en face, proche du Labé, dans le fond. Et le but, c'est vraiment là, de promouvoir l'achat local agroalimentaire pendant la période des fêtes. Donc, il y a plusieurs artistes, pas artistes, mais plutôt producteurs agroalimentaires sur place, dont le domaine de l'Ange Gardien, qui n'est pas loin ici, domaine Montvézo, l'érablière Beau-Sirop. Il y aura des dégustations, des emballages personnalisés ainsi que des paniers cadeaux. Et ça se déroule là, chaque jour de la semaine là, du côté du promenade de l'Outaouais. On en parlait, c'est dynamique à Ripon. Il y a un marché de Noël. Oui. Un marché public à Ripon. Oui, on revient à Ripon. Là, cette fois-ci, ça se déroule le 14 et 15 décembre de 10 à 16 heures. On y retrouvera évidemment des produits gourmands, mais aussi des créations d'artistes et d'artisans de la région. Et il y aura de la musique, du vin chaud et quelques surprises, donc 14 et 15 décembre au marché public de Ripon. L'exposition Petit format, gros cadeau. Oui, Centre d'action culturelle de la MRC Papineau qui est à Saint-André-Avelin. Je vous avais dit que je reviendrai avec des détails parce qu'on ne connaissait pas le nombre d'artistes et on ne connaissait pas les artistes. Finalement, c'est 17 artistes qui exposent leurs œuvres. C'est toujours des petits formats parce qu'on veut être capable d'offrir des œuvres à toute sorte de budget. Et il y a plusieurs artistes qui viennent de Gatineau, Notre-Dame-du-Lot, Val-des-Monts, Châteauguay, Ripon. Ça vient vraiment de partout. Par exemple, on a Colette Duhem, Laurence Biettelot, Solange Bellemare. Et ça part, il y a de la poterie, du vitrail, il y a de tout. Il y a des arts textiles aussi. Il y a 17 artistes qui exposent, mais au total, on retrouve des œuvres de 70 artistes. Donc, c'est vraiment la place pour aller chercher des cadeaux. Et ça se déroule du côté de Saint-André-Avelin jusqu'au 22 novembre. 22 décembre, plutôt. 22 novembre est un peu passé. En 22 décembre, et il est possible d'avoir les informations sur culturepapineau.org. Il y aura parade de tracteurs à Plaisance demain. Oui, demain, ça fait 2 ans que ça existe et c'est très, très couru, très populaire. Ce sont des tracteurs, c'est une parade de tracteurs finalement. Il y aura des queues de castor. Après la parade, les gens pourront prendre des photos avec les tracteurs. Il y aura aussi, pour une première fois, l'illumination de l'église. Et il y aura une soirée dansante dans l'église aussi. C'est une première pour cette année. Merci, Jessie. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission oui, de la saison. Déjà. Et ta dernière émission aussi avec nous pour un petit bout. Et oui. Donc, nous, on se retrouve, comme je disais, la semaine prochaine pour la dernière émission de InfoMag. Bonne semaine.